Bienvenue sur Histoire Explore, la chaîne qui décortique un jeu vidéo et son utilisation de la grande histoire. Ici, Call of Duty Black Ops 6, sorti le 24 octobre 2024 et qui sent bon les coronesses dans les Rangers et le patriotisme en bandoulière. Découvrez ce jeu avec un petit retour historique de la série, petit test aussi perso autour du jeu, mais aussi une analyse de son lien avec le réel. Nous aborderons la guerre du Golfe entre 1991 et 2003, les attentats du 11 septembre et leurs traumatismes, etc. Avec l'avis d'un historien aussi précis qu'une frappe chirurgicale, qui n'attend d'ailleurs que votre retour et vos commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à participer au débat. Alors bienvenue dans l'exploration de ce Call of Duty. Bonsoir. L'Union soviétique n'existe plus. Malgré le risque potentiel d'instabilité et de chaos, les événements sont clairement de nature à servir nos intérêts nationaux. Nous sommes à l'abri d'un conflit mondial. Est-ce que vous allez le nier? On en a déjà discuté. Qu'est-ce que vous voulez de plus, Livingstone? Développé par le studio Infinite Ward depuis le premier jeu en 2003, ce jeu est édité par celui qui deviendra un mastodonte du divertissement vidéoludique dans la deuxième décennie des années 2000, l'éditeur Activision, devenu en 2007 le géant Activision Blizzard. Il est cocasse de constater, car constatons, que cet éditeur finalement est devenu une gigantesque usine à produire de grosses licences AAA très coûteuses. Ce studio est en fait à la base un petit studio créé en 1979 par Jim Levy, ancien directeur de l'industrie musicale, et par d'anciens programmeurs d'Atari, David Cran, Larry Kaplan, Alan Miller et Bob Whitehead. Le petit est finalement devenu un géant mondial, désormais, comme quoi ce n'est jamais la taille qui compte. La série des Call of Duty, l'appel du devoir en bon français, a pris des axes scénaristiques différents selon les épisodes. Ainsi, si les premiers épisodes sont surtout consacrés à la Seconde Guerre mondiale, événement majeur popularisé par l'intense activité cinématographique américaine, autour du conflit et réactivé à la fin des années 90 par le cinéma, que cela soit l'immense succès du film de Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan en 1998, quel titre épique quand même, ou encore en 2001 Pearl Harbor de Michael Bay. Dans le monde du jeu vidéo, Call of Duty fut également une réponse à une autre série surfant sur cet appétit du consommateur autour de la Deuxième Guerre mondiale, le jeu Medal of Honor, du studio DreamWorks Interactive et édité par l'autre grand concurrent d'Activision, Electronic Arts, sorti sur PlayStation 1 en 1999. Gros succès à l'époque avec plus de 2,67 millions de ventes, sur un total de 39 millions de ventes totales pour cette licence. Mais bien fait désormais devant Call of Duty qui s'est écoulé à ce jour à plus de 425 millions d'exemplaires depuis 2003. C'est un méga carton. Beau game over, Electronic Arts. Lors du 4e épisode, Call of Duty abandonne en 2007 le contexte de la Seconde Guerre mondiale pour s'orienter vers des conflits plus modernes via la série des Modern Warfare, où l'on trouve une Russie en pleine guerre civile, agitée par un groupe de mercenaires privés du nom de Konni, dirigé par un certain Vladimir Makarov, et qui menace la paix du monde, voire des organisations terroristes comme Al-Qatala, les tueurs en arabe. Bien entendu, toute allusion à des mouvements existants est purement volontaire. Comme si c'était possible que cela puisse exister dans notre monde réel. Franchement, un coup d'État en Russie par des paramilitaires, mais qui peut penser cela ? D'ailleurs, n'oublie pas d'actionner la petite cloche et le petit pouce et surtout de t'abonner pour être tenu au courant de cette chaîne. Attention, je t'envoie une escouade sinon. Avec la série des Black Ops en 2010, le joueur passe derrière les livres d'histoire et découvre en quelque sorte l'envers des opérations secrètes entre espionnage, trahison et complot à toutes les sauces. Pour le lancement de ce 6e épisode, Activision, qui se s'est attendu au tournant, a mis le paquet. De nombreux affichages et surtout une campagne de pub complètement déjantée qui met en avant un côté complètement subversif à la sauce américaine du jeu et finalement très lié au monde du jeu vidéo et aux publicités qu'on pouvait voir dans les années 2000 via les prestations de l'acteur suédois Rolf Peter Ingar Storm, dit Peter Stormare, déjà vu dans d'autres jeux vidéo. On peut penser à la série des Until Dawn, où il occupe le rôle du psychiatre, et qui reprend cette image passée qu'il avait déjà occupée dans d'autres spots de pub, en étant le fameux remplaçant. En effet, il remplace des personnes jouant à Call of
et fait sa promotion en tant que commentateur sportif, pompier, chanteur, vendeur de tacos, livreur ou encore carrément en parodiant notre Jules Marseillais. Yo, c'est pas Jules. Well, your man's busy playing Black Ops 6. But don't you worry. Ouais, mais surtout, business is business avec un beau dollar. Le jeu se situe dans la timeline officielle entre Call of Duty Cold War et Black Ops 2, soit pour les néophytes durant les années 90 et en arrière-plan de la guerre du Golfe déclenchée à la fin de la guerre froide par une coalition internationale menée par les États-Unis contre l'invasion irakienne du petit et riche État pétrolier du Koweït, voisin du méchant État tenu par le tout autant méchant dictateur moustachu irakien Saddam Hussein. D'ailleurs, les méchants moustachus seront les ennemis à tataner, et en particulier leurs petits derrière de moustachus orientaux que l'oncle Sam et consorts viendront botter afin de sauver la démocratie. Pour la démocratie contrôlée, ensemble pour la victoire. Sans doute, pour sortir d'une vision manichéenne de l'Occident versus l'Orient, voire des États-Unis contre les Arabes, irakiens ici, le scénario place une menace ultime derrière le conflit via une structure à la fois intra- et extra-étatique, Il y a du concept là. dépassant les seuls États-Unis, mêlant à la fois la CIA et le monde politique, à la fois pour s'écarter des visions passées très centrées sur des organisations terroristes souvent rattachées au réel, qu'elles soient comme cette organisation CONI, issue de Modern Warfare 2, ou arabisant dans un pays imaginaire du nom de l'Urzikistan, comme Al-Qatila, mais dont le nom ne laisse pas de doute sur les zones visées. Mais est-ce étonnant que les jeux aussi répondent à un imaginaire américain lié à l'actualité, que cela soit l'invasion de l'Afghanistan, puis de l'Irak en 2003. Après, l'approximation des lieux est aussi sans doute liée à un public pas très regardant sur des pays lointains, dont le placement est parfois approximatif et notamment révélé lors d'évaluations internationales sur la connaissance de la géographie des petits écoliers et scolaires américains, comme s'en moquaient d'ailleurs les guignols de l'info dans les années 90, notamment dans leur émission qui était ultra populaire à cette époque. En transition, nous reprenons maintenant la route du Golfe avec le commandant Sylvestre. Oui, Patrick, encore beaucoup de mouvements dans le golfe aujourd'hui. Regardez, alors ça va là, ça va là, et puis ça là. Et puis merde, j'ai tout mélangé les noms des Arabes, je vais me faire engueuler. Bon, abrégé, commandant. Bon, je recommence. On vire tout le monde, merde. Et plutôt, je mets ça, tiens. Et voilà. Merci, commandant, je crois que vous avez... Alors, polémique ou plaisir du jeu? Les deux, mon capitaine. Call of Duty a plusieurs étiquettes qui lui sont généralement accolées. Pour certains gamers, la licence promeut la violence, les guns, la déformation de l'histoire ou encore un discours patriotocard autour de la grande Amérique, tandis que pour d'autres joueurs, le jeu au contraire a de belles qualités et réfute cette lecture puérile qui infantilise leurs médias. Ce qui est tout à fait acceptable car chacun consomme le jeu vidéo comme il l'entend. Merci de ne pas vous enflammer dans les commentaires sur ce point-là. Chacun ses plaisirs. En effet, pour ces derniers joueurs, le fond de la casserole du ragoût historique servi sur plusieurs opus est ici assez prenant dans cet épisode et n'est finalement qu'un prétexte pour jouer à un jeu exigeant, demandant une certaine habileté et dont la substantielle moelle demeure avant tout le mode multijoueur, poussant à la compétition, au skill et aussi au vidage de tête quand ce n'est pas du snipe en pleine tête. Sans se prendre le chou autour de concepts ou critiques politiques qui finalement ne les intéressent pas. Personnellement, plusieurs éléments m'ont accroché dans le jeu. Tout d'abord, une scénarisation qui puise dans les codes cinématographiques les plus connus des années 80-90, à la fois bromance, de la sueur, du gun, à toutes les images. Je suis toujours aussi étonné de cet attrait des armes à feu aux États-Unis, comme le démontrent d'ailleurs moult gros plans plus malaisants les uns que les autres sur les armes, les balles, etc. qui sans doute également répond à une attente du public et d'un certain public en particulier. L'image est léchée avec un jeu d'acteur assez convaincant, même si l'on est dans le cliché pur et assumé. Nous avons Adler, le baroudeur solidaire à Ray-Ban, Marshall, le chef stoïque et raisonné, ou encore Arrow, femme forte et fatale, et bien sûr notre protagoniste muet, qui, bien que l'on ne voit pas son visage, est totalement ancré dans l'histoire avec de nombreuses interactions muettes avec d'autres personnages, mais franchement, où sont-ils allés chercher cette idée que le joueur ne doit pas parler? Franchement, on se demande où ils sont allés pomper cette idée d'un héros muet qui ne parle pas pour que le joueur s'identifie à lui. En
En outre, le jeu puise dans le code d'un imaginaire post-guerre froide et donne une explication des conséquences de ce conflit, conséquences cachées bien entendu, qui se termine par la victoire de la Grande Amérique, mais en fait dissimule une lutte contre des organisations para-étatiques, voire au-dessus des États, portant ici le nom de Panthéon. Franchement, c'est nul comme nom. Mais comme nom, moi je sais pas, citer un bâtiment de la Rome antique éponyme dédié aux dieux pour une organisation secrète mystérieuse, moi je sais pas, je les aurais appelés les dragons de feu du Kilimandjaro sur le soleil couchant, ou non, ça aussi c'est nul. Pourquoi pas les moustachus de l'enfer. Mais alors, l'histoire, la grande histoire. Le jeu qui puise dans son mode scénario dans l'histoire récente. Pour un historien, il y a 30 ans, donc c'est vraiment récent, voire quasiment fœtal. Bon, je vais pas justifier, hein, chacun ses défauts, chacun ses déviances. Fait pas mal de clins d'œil à l'histoire de l'Irak et du monde et demande un petit retour dessus avec un petit soupçon de critique saupoudré d'une analyse que je vous dévoile tout de suite. Tout d'abord, si la fin de la guerre froide est présentée dès le début du jeu par un trailer entre les deux grands et la victoire par KO de l'URSS pour les États-Unis, on se plaît à voir des images d'archives assez bien montées, on peut le dire, hein, mais bien entendu servant un propos de propagande, diront certains. Mais quand tout semble fini, tout n'est pas fini. La fin de la lutte contre le communisme, finalement, n'est que le début d'autres défis souterrains dans un monde toujours instable. L'un des aspects également intéressants du jeu est la mise en situation ludique de passages puissants, épuisants dans des situations qui furent réelles, mais présentées avec un aspect fictionnel appuyé. On peut voir notamment l'attaque d'un des nombreux palais-bunkers du dictateur irakien qu'il possédait en nombre, où l'on découvre d'ailleurs ses richesses accumulées, notamment lors de la visite de ses coffres. On peut penser ici aussi à la comédie Le Roi du désert de David O. Russell, donc sortie au cinéma en 1999, où des soldats américains profitent de la guerre pour faire leur petit braquage tranquille pépère de l'or koweïtienne volé par les troupes irakiennes lors de l'invasion en 91. Une autre mission également consiste à détruire des missiles Scud que possédait l'armée irakienne. Et ces missiles-là, donc d'une portée de 644 km, sont des missiles balistiques qui furent développés notamment par les soviétiques dans les années 50 et l'Irak en possédait à peu près 1 millier d'exemplaires. D'ailleurs, l'Irak utilisait ces missiles contre l'Iran lors de la terrible guerre entre 1980 et 88 entre les deux pays voisins, qui firent entre 700 000 et 1,2 million de morts. Guerre financée, bien entendu, et armée par l'Occident. Entre les deux protagonistes, il n'y a pas de petit profit, ma bonne dame. Et donc l'Irak possédait à peu près moins d'1 millier d'exemplaires quand débute la guerre du Golfe, ces missiles étant nommés Al-Hussein, et d'ailleurs à peu près 200 furent tirés notamment lors du conflit en 91. Et donc ces armes-là, qui étaient totalement intégrées à l'arsenal irakien, toutefois étaient bien peu efficaces, ont été peu utilisées aussi, et seront surtout popularisées par les médias durant ce conflit-là, avec quelques bombardements sur l'Arabie Saoudite et sur Israël, pays tous deux alliés des États-Unis. Et dans le cas d'Israël, sur 42 attaques, 38 ratèrent leur cible et 4 touchèrent la Jordanie. Finalement, le résultat est quand même pas très probant. On peut dire que l'exactitude des tirs et les dégâts ont été assez minimes, d'où en fait plutôt tout un message médiatique destiné à faire peur l'auditeur, mais en fait dans la réalité, ces missiles-là ont fait très peu de victimes. Alors Saddam Hussein, notamment en visant ces pays-là, tenta de rallier d'autres pays à son invasion, tenta de jouer la carte, notamment du pan-arabisme, contre l'adversaire sunnite saoudien et israélien, mais sans succès. Un autre élément abordé dans le jeu est la présence d'armes de destruction massive, grand mythe de la guerre du Golfe. En effet, le dictateur irakien au pouvoir depuis la fin des années 70 après son coup d'État a souhaité doter son pays d'un arsenal conséquent comprenant des armes conventionnelles, aériennes, terrestres, voire amphibiques, mais aussi des armes dites tactiques comme l'armement nucléaire et aussi bactériologique. Si son programme nucléaire fut une réalité portée depuis les années 70-80 par notamment un scientifique irakien Khidir Hamza, exilé en 1994 aux États-Unis, comme le relève en 1998 la revue scientifique Bulletin of the Atomic Scientist, fondée par des anciens scientifiques du projet Manhattan, destiné à doter les États-Unis de l'arme atomique durant la Seconde Guerre mondiale. Ce projet fut abandonné après la guerre du Golfe
en raison de la surveillance des alliés et notamment des puissances occidentales, mais aussi du coût faramineux d'un tel projet. Cependant, contrairement à ce qu'agitaient les troupes attaquant l'Irak en 91 sur ce programme nucléaire, un autre programme était beaucoup plus développé, à savoir le programme bactériologique, a été utilisé notamment lors d'opérations militaires contre des populations se révoltant contre le pouvoir irakien, notamment les populations kurdes au nord du pays, attaquées à plusieurs reprises avec ces terribles armes, à savoir dans les années 80 et en 91, ou encore lors de la guerre contre l'Iran. Les inspections internationales de l'AEIAA, qui a été mandatée par l'ONU notamment de trouver ces fameux stocks, a débusqué des stocks importants qui ont été par la suite détruits, et notamment parmi les armes que Saddam Hussein avait fabriquées, on a trouvé de l'anthrax, mais aussi d'autres gaz de combat tels que le gaz moutarde ou sarin de sinistre mémoire. Dans un article du journal Libération paru en 91, plusieurs éléments nous éclairent justement sur ce programme bactériologique. Lors des contrôles des agences de l'ONU post-guerre du Golfe en raison de l'embargo décrété, les autorités irakiennes ont voulu faire bonne figure afin d'éviter notamment la chute du dictateur irakien qui aurait été sans doute profitable à d'autres pays de la région qui en auraient sans doute profité comme l'Iran ou la Syrie. Donc les autorités irakiennes remettent un certain nombre d'armes en particulier, démontrant aussi des stocks relativement anciens et usés, et ont présenté des éléments de leur programme sur ces armes bactériologiques débutées dans les années 70 et avec une production plus importante, notamment de l'anthrax et du botulisme, à partir de 89. Chose cocasse, car ici, vous l'avez compris, on aime les choses cocasses. En 2003, pour justifier une nouvelle invasion, les services secrets des États-Unis, aidés de leurs alliés britanniques, sortent un dossier à charge contre l'Irak. Alors bien entendu, de nos jours, ce dossier-là a été complètement démonté, et déjà dès l'époque, certains services spéciaux étaient très critiques vis-à-vis de ce dossier-là, notamment les services secrets français. J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. Tout de suite, on doute de cet argumentaire américain destiné à justifier une éventuelle invasion de l'Irak. Bref, que l'Irak produisait toujours et en masse de nouvelles armes de destruction massive, nucléaires comme bactériologiques, représentant un danger pour la paix du monde. Dans un célèbre discours à l'ONU, le décoré général d'armée Colin Powell présente alors de fausses preuves. Ironie de l'histoire, si il y a bien des stocks présents en Irak d'anciennes armes dites de destruction massive, notamment des armes bactériologiques, ces armes-là en fait sont surtout issues du stock avant 91 et n'ont pas été fabriquées après. À ce titre, une enquête du New York Times éclaire les mensonges du gouvernement américain. Publié le 14 octobre de la même année, l'article démontre que les obus en fait avaient été conçus aux États-Unis avant 91, fabriqués en Europe pour être ensuite vendus aux Irakiens bien avant la guerre du Golfe, et non après 2003. Et d'ailleurs, les lignes de production locales construites en Irak l'ont été aussi sous contrôle d'entreprises allemandes. Ce qui pouvait donc signifier que les Occidentaux, avant 91, étaient bien au courant de ce qui se tramait en Irak et que ces fameuses armes de destruction massive étaient en fait tout simplement connues dès 91. Mais pourquoi revenir dessus en 2003 ? Sans doute cette confusion volontaire autour de la possession par l'Irak de ce type d'armes, ce qui est un fait avéré, et de son hypothétique usage bien après 91, donc bien après 2003, donne alors un semblant de réalité à cette fable portée par les services secrets américains afin de donner corps à un récit autour d'un ennemi potentiel qu'il faut absolument éradiquer. Pour la démocratie contrôlée, ensemble pour la victoire. En effet, faute d'un contrepoids de l'ennemi soviétique disparu en 91, il est toujours bon de se chercher un grand méchant, surtout un moustachu. Donne alors un semblant de réalité à cette fable portée par les services secrets américains afin de donner corps à ce récit autour d'un ennemi potentiel très dangereux qu'il faut absolument éradiquer pour la survie de l'humanité et pour la démocratie. Et surtout donner au public américain un ennemi à abattre après le terrible 11 septembre 2001, en raison d'une traque du mouvement terroriste de Ben Laden qui s'annonce plus compliqué finalement, tout en n'oubliant pas que le but final de cette nouvelle invasion, dans une zone des plus stratégiques, que cela soit pour le commerce mondial, mais aussi pour sa bonne odeur de pétrole. Vous verrez, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Le jeu reprend donc cette information en démontrant que le dictateur irakien possède des stocks que l'organisation secrète Panthéon cherche à capter. Attention, balise spoiler.
Toutefois, nous apprenons que ces armes de destruction massive bactériologique ont en fait été créées par les États-Unis dans les années 60 autour d'un projet dénommé Berceau. Un passage du jeu complètement dingue nous conduit à visiter ces laboratoires secrets, à inhaler le produit par mégarde, notre casque et notre masque anti-gaz malheureusement s'est cassé, et nous tombons sous un effet psychotique très puissant, horrifique, avec des visions de zombies et de monstres nous assaillant et démontrant le danger d'un tel produit. Ces ficelles scénaristiques, nombreuses dans la série des Call of et d'autres séries de jeux vidéo, puisent dans toute une littérature portée dans les années 80 à 2000 par certains romanciers à succès, et nous pouvons penser notamment à Tom Clancy. Ce dernier met en avant dans ses nombreux romans le rôle des services spéciaux, surtout américains, durant la guerre froide et autres commandos d'élite dans des conflits à portée géopolitique qu'il narre dans ses nombreux romans. Ont été d'ailleurs adaptés en film, on peut penser notamment à la poursuite d'Octobre Rouge avec Sean Connery, voire donnant naissance à plusieurs séries éponymes en jeux vidéo, telles que Rainbow Six, Splinter Cell ou plus récemment The Division, tous édités par Ubisoft. Mais est-ce qu'un jeu vidéo, vitrine fictionnelle par essence, semble aussi déconnecté de la réalité? Ouvrons un roman de Tom Clancy. Curieusement, la queue du 747 était intacte, ou au moins sa dérive, comme une flèche plantée sur le flanc d'un animal mort. L'incendie n'était toujours pas éteint, ce qui surprit Ryan. Le Capitole était une construction en pierre, mais il contenait quantité de bureaux en bois et des tonnes de papier. Les hélicoptères militaires tournaient au-dessus du brasier comme des phalènes, et les lueurs orangées des flammes se réfléchissaient sur leur rotor. Des gyrophares rouges et blancs des véhicules d'incendie coloraient la fumée du brasier. Des pompiers couraient dans tous les sens, et le sol était couvert de tuyaux qui serpentaient depuis toutes les prises d'eau disponibles. Beaucoup de joints fuyaient, et les gouttelettes gelaient dans l'air glacé de la nuit. Cet extrait du livre Sur ordre de Tom Clancy est assez captivant. Dans ce roman, publié en 1996, Tom Clancy décrit l'écrasement d'un Boeing 747 sur le Capitole à Washington, entraînant la mort du président, des membres du Sénat et de la Cour suprême, à savoir presque l'intégralité du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire américain. Cet acte, bien entendu terroriste, est la déclaration de guerre d'un dictateur islamiste fou de Dieu au grand Satan américain qu'il essaye de viser en son sein pour déstabiliser l'Amérique. Ainsi, Tom Clancy, qui porte aussi une vision idéologique et géopolitique américaine dans ses ouvrages, annonce ici sans le savoir, de façon prophétique, 5 ans avant, les futurs attentats de 2001, éléments traumatiques qui transpirent encore dans de nombreux jeux vidéo tels que Call of Duty. Merci de votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à la relayer dans tous les réseaux asociaux possibles au monde, et je vous dis à bientôt. Le citoyen assume pleinement la responsabilité de la survie du corps politique et le défend au péril de sa vie. Le civil en est exempt. C'est la loi au pied de la lettre. Mais la comprenez-vous? Lui faites-vous confiance? Je n'en sais rien.